Il est 19 h, bonsoir à vous, merci d'être à nos côtés sur France 3 Alpes. L'actualité ce soir est évidemment marquée par la signature du CETA. Le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada a été paraphé à Bruxelles après bien des turpitudes. Une signature qui ne dissipe pas les zones d'ombre, notamment pour les producteurs de noix de Grenoble ou pour 13 fromages de la région oubliés des négociations. Malgré la météo presque printanière de ce week-end, certains préparent déjà l'hiver. 2 bourses ski étaient ainsi organisées aujourd'hui en Haute-Savoie. Nous irons à Sénaux et à Annecy. Vous verrez que la formule reste optimale pour s'équiper à moindre prix. Et puis comme tous les dimanches, nous parlerons sport avec vous Maxence Regnault. On vous écoute pour le menu. Eh bien, on parlera surtout de rugby et de la défaite du FCG. Les Grenoblois ont coulé hier à Toulon, une lourde défaite 42-12, 6 essais encaissés. Mais on aura aussi du basket, du foot et notre dose hebdomadaire de Sport 2.0 avec la revue du web. Mais d'abord, à quelques jours maintenant de la Toussaint, vous êtes déjà nombreux à vous rendre dans les cimetières de la région. Le soleil de ce dimanche après-midi n'y est sans doute pas étranger. À Poisat, mais aussi à La Tronche, dans l'agglomération de Grenoble, les visiteurs étaient donc au rendez-vous. Ambiance avec Isabelle Guyader et Yves-Marie Glot. Malgré l'affluence de ces jours de Toussaint aux portes des cimetières de la ville, c'est toujours un peu à pas feutrés, à voix murmurée, à souvenirs chuchotés que les vivants viennent retrouver leurs défunts. Dans la région, les producteurs ont travaillé depuis 6 mois, en champ, pour faire pousser celle qui reste la plante reine des allées, le chrysanthème. La fête des morts, c'est 40% de leur chiffre d'affaires annuel. La fête des morts, c'est aussi la saison de l'entretien des tombes, la pollution, les intempéries mettent à mal le marbre. Quand ça commence à être sale, c'est pas... Mes parents préféreraient que ça soit propre sans fleurs que des fleurs avec une tombe sale. Ce sont vos parents qui reposent ici ? Oui, mes parents et mon frère. Pas toujours facile de maintenir une concession. Les lignées familiales souvent s'éloignent ou doivent changer de région. Signe des temps, on choisit de plus en plus l'incinération. Je suis assez pour d'ailleurs, l'incinération. Pourquoi ? Ça gêne pas, ça gêne pas. Pourquoi ? Je pense que ça prend moins de place dans les cimetières qui sont de plus en plus petits et ça a un coût qui est moins élevé aussi. Et je pense que ce qui est plus important, c'est la pensée. D'ailleurs, dans le cimetière intercommunal de Poisat, les columbariums ont fleuri. L'espace des morts s'est rétréci. Moi, je pense que je me ferai incinérer, de façon à pouvoir être enterré dans le même caveau que mes parents, mon frère. Comme il y aura moins de place, donc forcément, moi, il y aura juste une urne. J'ai pas envie qu'on vienne sur ma tombe. Je demande qu'on brûle une bougie quand on pense à moi. Et puis, je vous dis franchement, j'ai pas envie d'être mangée par les vers. Je me ferai incinérer. Et aujourd'hui, 1 Grenoblois sur 2 choisit la crémation. Politique, c'est sans aucun doute le fait marquant du week-end. Après des années de négociations et des semaines de turpitude, le CETA a été signé ce midi à Bruxelles. Ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada ignore toutefois les producteurs de noix de Grenoble et de 13 fromages de la région. Le point avec Joël Serroni et Clémentine Fayolle. Le sourire aux lèvres, le CETA a donc bien été signé en grande pompe, mais avec des zones d'ombre persistantes. Pas de quoi calmer les milliers d'opposants qui se sont manifestés ces dernières semaines en Europe. Premier lésé dans la région, les producteurs de noix de Grenoble. L'appellation ne sera pas protégée outre-Atlantique. Un ultime coup dur pour les nuciculteurs isérois. Les accords qui risquent d'être signés peuvent nous pénaliser à l'avenir si jamais les Américains, les Canadiens ou qui que ce soit se mettent à exporter des noix sur l'Europe avec la mention noix de Grenoble, de Californie ou de Tataouine ou je sais pas quoi. Moi. Et c'est là tout le paradoxe du CETA. Officiellement, le traité va conforter les appellations européennes. Désormais, les Canadiens n'auront plus le droit de produire de faux Beaufort ou du faux Chevretin, même pour leur marché national. Le problème, c'est que 32 fromages ont été oubliés en France, dont 13 dans notre région. Parmi eux, le Saint-Marcelin, le bleu du Vercors-Sassenage ou encore cette ricotte de Condrieu. Ils ne pourront pas avoir le Pilat au Canada. Comme nous, on n'aura pas les Rocheuses en France. Je pense qu'ils ont certainement beaucoup d'atouts et qu'ils travaillent avec leurs atouts. Peut-être avant de se dire on va aller piquer les atouts des autres. Officiellement, le traité sera à l'avenir amendable. Encore faut-il désormais qu'il soit ratifié par les parlements de tous les pays européens.
Fait divers avec cet accident mortel la nuit dernière sur l'autoroute A480 en périphérie de Grenoble. 2 jeunes de 15 et 16 ans sont morts. La voiture dont ils étaient passagers s'est encastrée à l'arrière d'un poids lourd. Le conducteur du véhicule, lui, a pris la fuite. Il est toujours activement recherché ce soir. Les détails sont à lire sur notre site internet alpes.france3.fr. Tandis que certains profitaient d'une météo presque printanière aujourd'hui, d'autres avaient déjà la tête et même les pieds dans l'hiver. À Annecy, en Haute-Savoie, comme à Sénaux, se tenaient toute la journée des bourses au ski. Et vous allez le voir, la formule est toujours aussi efficace pour s'équiper sans se ruiner. Reportage Isabelle Colbrand, Dominique Semet et Jean-Pierre Ardito. Tiens, viens chef. Tu veux essayer? Tu as les chaussettes? Gauche, droit. Gauche. 2 jours pour décrocher la bonne affaire. Dans l'une des plus importantes bourses au ski de la Haute-Savoie, ils sont venus avec des envies bien précises. Oui, on est venu chercher des skis pour les enfants principalement parce que là, la location maintenant pour eux, c'est plus très utile. Donc l'avantage des bourses, c'est qu'on trouve dans toutes les gammes de prix et puis on est bien conseillé, je trouve. Ouais. En plus, les gens voilà. qui sont là sont de très bons conseils. Ouais. Autant faire tourner du matériel d'occasion. Puis ils sont tous compétents, ils nous aident tous à bien choisir. Donc voilà. Et voilà bien le point fort de cette manifestation. Ils sont 80 bénévoles et leur rôle tout au long de ces journées est bien celui de conseiller. Prendre son temps, essayer, se décider, choisir son équipement de ski n'est pas une mince affaire. Ici, tous les sports de glisse sont représentés. Seuls les casques et les vêtements sont neufs, le reste, c'est de l'occasion. Premier visé, ce sont les particuliers qui, eux, viennent déposer leur matériel au sein de la bourse, qui sera donc revendue sur les 2 jours. Et on est aussi en partenariat avec des magasins locaux qui viennent, eux, déposer leur matériel de saison ou d'occasion ou du neuf. Et le neuf, c'est toujours le matériel de la saison précédente. On ne vend pas de matériel neuf de l'année. Sur chaque vente, le Ski Club d'Annecy, organisateur de l'événement, perçoit une commission, de quoi le financer et le faire fonctionner durant toute l'année. Elle a été la première Française à gravir l'Everest. Elle est aussi médecin, humaniste et s'occupe aujourd'hui à Chamonix de son association À chacun son Everest, association qui soutient et vient en aide aux femmes et enfants malades du cancer. Cette grande dame, c'est Christine Janin. Elle est l'invitée du week-end, interrogée par Yann Gonon. Regardez. Bonsoir Christine Janin. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici au siège de votre association. On est dans la salle d'escalade, c'est ça? Vous accueillez qui dans cette association et qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, cette association Chacun son Everest, on accueille depuis 22 ans des enfants qui sont atteints de cancer ou de leucémie. Et depuis 5 ans maintenant, des femmes qui sont atteintes de cancer du sein, pour les accompagner dans cette phase difficile de l'après-cancer et les aider donc après, avec des beaux outils comme entre autres cette salle d'escalade, à reprendre confiance en eux, à partager et à reprendre confiance dans la vie. Ils arrivent ici, ils restent combien de temps et le programme c'est quoi? Alors ils vont venir pendant 1 semaine. Alors les enfants c'est vraiment, et les femmes c'est vraiment une démarche thérapeutique. Ce sont vraiment les hôpitaux, les services qui les soignent, qui nous proposent les enfants. Et l'idée c'est d'abord leur permettre de couper des liens avec la famille, surtout pour les enfants, et de leur permettre de retrouver leur corps. On va faire de l'escalade, on va faire de la marche, on va faire, alors ça peut être de la raquette, du ski de fond, etc. Et toujours, la fin de la semaine, l'ascension de leur Everest, pour leur prouver que, et leur permettre de retrouver toutes les qualités intrinsèques des grands champions qu'ils ont en eux, puisqu'ils ont réalisé quelque part un Everest. C'est ça, c'est le titre de l'association, À chacun son Everest. On est tous capables de faire quelque chose à son niveau. Oui, je crois que cette symbolique d'Everest est très très forte. Quand ils arrivent, je leur fais comprendre qu'ils ont réalisé quelque chose d'énorme, encore plus beau et encore plus fort qu'un Everest, puisque c'est la vie, puisque c'est la guérison, et qu'ils ont en eux, et qu'ils ont eu toute cette force et toutes ces qualités des champions pour réussir. Alors l'Everest, vous l'avez gravi pour de vrai, c'était il y a 26 ans, en octobre 1990. Vous étiez la première femme française à gravir, à être sur le toit du monde. Vous dites souvent que tout est parti de là ensuite, il y a 26 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 26 ans après l'Everest? Oui, quand on a fait l'Everest, il y a un avant et un après. Donc c'est aussi pour ça que la symbolique est très forte. Je suis médecin et j'ai toujours été donc médecin d'expédition. J'ai eu la chance qu'on me propose donc de partir comme médecin en 81. J'avais très jeune je n'avais pas fait le Mont Blanc, mais j'ai osé dire oui, j'ai osé suivre mon intuition. Je suis montée au Gesherbrum 2, c'était au Pakistan, à 8000 mètres, donc j'étais la première française à 8000.
Et puis après, j'ai eu pendant 10 ans, voilà, la vie a changé. Voilà, j'ai pas fait de la vraie médecine, j'ai fait un autre chemin. Et on m'a proposé de monter sur le toit du monde à l'Everest. C'était avec Marc Battard, en tant que médecin là aussi. Et j'ai réussi pour plusieurs raisons, parce que je crois que j'étais libre d'échouer. Donc c'est important, c'était pas à tout prix l'Everest. Et puis qu'à un moment, j'ai su faire demi-tour, aller souffler un peu. Et puis de prendre voilà, je crois que dans la vie, on a de la chance, mais il faut aller être là au bon moment. Et puis que les choses sont possibles. Je crois que le message d'Everest, après, était très fort. Parce que ça vous a changé en quoi, cet Everest? L'Everest a changé ma vie, parce qu'en même temps, après l'Everest, j'avais dit, je retourne faire de la médecine. Là, tout d'un coup, vous avez fait quelque chose d'énorme, et vous dites, mais je ne peux pas arrêter, il faut que j'en fasse quelque chose. Je crois qu'il faut que toutes les épreuves de la vie, il faut les transformer et en faire quelque chose d'utile. Et j'ai réussi à retrouver mon métier après de médecin différemment, et de faire de mon Everest plein d'Everest en accompagnant les enfants malades et les femmes. Vous avez eu envie de plus partager après cet Everest? Je crois que c'était obligatoire. Je suis partie faire le plus haut sommet de chacun des continents, c'était les 7 Summits. Là, on m'a demandé d'aller à l'hôpital raconter mes voyages aux enfants malades. Et puis à partir de là, j'ai compris que l'Everest avait une symbolique très forte et que je pouvais aller plus loin. Et ça me permettait surtout de revenir sur Terre et peut-être d'être encore aujourd'hui en vie, parce que j'ai su arrêter les expéditions et être prête à ce moment-là à partager. Parce que c'était le moment, parce que j'étais prête, parce que j'en avais envie. Et je crois qu'il y avait un message très fort. Vous retournez régulièrement au Népal. Vous y êtes retourné juste après le séisme, et puis 3 fois, je crois, après. Vous continuez à avoir des nouvelles des personnes qui vous sont chères sur place? Oui, l'Everest, c'était au Népal quand je l'ai réussi. J'ai gardé un lien très fort. Après le séisme, j'ai eu ici pendant 2 ans un Népalais qui s'appelle Bikram, qui est retourné au Népal. Et c'est vrai que spontanément, même tous les gens qui l'avaient accompagné avaient envie d'aider. Donc on a monté une association Bikram Solidarité Népal. On a parrainé déjà une 20aine d'enfants. On est en train de reconstruire une 40aine de maisons. Il y a beaucoup à faire et ça me paraissait normal. Et je crois que j'ai un lien très fort avec ce pays qui en plus est, je crois, dans une symbolique de bouddhiste, de l'impermanence, mais en même temps de la compassion et de l'entraide. Et quand vous les voyez accepter leur karma avec un sourire, je crois que c'est des belles leçons de vie aussi. Vous diriez que le Népal vous apporte autant que vous apportez au Népal et aux Népalais? Oui, comme pour les enfants, quand on les aide, ou les femmes, on reçoit beaucoup. Vous savez, quand on donne, on se fait plaisir à donner. Je crois que c'est des échanges qui nous font grandir. C'est vrai que je ne suis plus celle qui a fait l'Everest. Je crois que c'est aussi un chemin. La vie, c'est un chemin. Je n'ai jamais choisi ma vie, ni de monter à l'Everest, ni de faire une association. Mais tout ça, ça vous aide à grandir, à changer, à vous apaiser et à atteindre peut-être un jour le bonheur, parce que je crois que c'est ce qu'on recherche tous. Merci en tout cas, Christine Janin. Merci de nous avoir accueillis ici, chez vous, au cœur de l'association À Chacun son Everest. Merci, namasté. Allez, retour sur le plancher des vaches avec notre rubrique sport avec vous, Maxence Regnault. Et pour commencer, parlons rugby. Le FCG se déplaçait hier à Toulon. Ouais, et les Grenoblois à Toulon, ils sont restés en rade. Alors, on ne peut pas trop en rigoler car c'était un match crucial pour le maintien. Mais ça sera certainement le cas de toutes les rencontres jusqu'à la fin de la saison. Toulon-Grenoble, préparé par Clémentine Fayolle. Ils espéraient réaliser l'exploit sur les terres du triple champion d'Europe toulonnais. Mais les Grenoblois ont tout simplement explosé. Le début de match reflète pourtant l'état d'esprit isérois. Volontaire, soudé malgré la domination des locaux. Même le premier essai, signé Mathieu Bastaro, n'y change rien. Grenoble résiste et va égaliser sur sa première incursion dans le camp adverse. Un essai au large, signé Sawelao. Mais dans cette rencontre, il ne faudra finalement retenir qu'un mot, mêlée. Dans cet exercice, les Grenoblois vont rompre, écrasés par les avants toulonnais. Un seul ballon récupéré sur toute la deuxième mi-temps. Une faiblesse exploitée à merveille par les Rouges et Noirs qui vont inscrire 3 essais et 32 points après mêlée. Malgré un deuxième essai inscrit à 10 minutes du terme par Gio Aplon. Grenoble revient bredouille du stade Mayol avec 6 essais encaissés et une défaite, 42-12. Et au classement, on va prendre le temps de regarder que ça va mal pour le FCG. Il faut aller tout en bas pour retrouver des Grenoblois 13e avec seulement 11 petits points.
De la pelouse, passons au parquet avec Aix-Maurienne Savoie Basket. Ouais, les Savoyards qui étaient en déplacement en Auvergne hier soir, ils espéraient continuer leur sans faute, mais pas de troisième victoire consécutive. À Vichy, ils se sont inclinés 79-71 et c'est dommage parce que ça avait plutôt bien commencé. Un premier quart-temps à 27 points. Ils ont mené presque toute la première période, mais petit à petit, les Auvergnats ils vont revenir et finalement s'imposer, notamment grâce à cet homme, Dustin Ware, auteur de 23 points hier soir. C'est une petite déception pour les Aixois. On va écouter le capitaine savoyard Karim Atamna. On a joué notre jeu, on est parti comme tu as dit fort. On est une équipe qui est très joueuse, donc on a des shoots ouverts en première intention. Et la panne d'adresse est tombée avec un moment d'euphorie aussi de Vichy. Et bon voilà, ça nous a bien mis la tête dedans, on n'a pas su réagir. À donner des choses plus ou moins faciles, quoi. Et voilà, c'est dommage, quoi, un peu de regret parce que c'est des matchs qu'on avait préparés, qu'on avait calculés, une manière de jouer et on n'a pas été consistant sur 40 minutes. Et on va voir le classement. Aix-Maurienne cède son fauteuil de leader, ils sont à la 5e place, mais si on prend en compte le pourcentage de victoire, eh bien ils sont 2e ex-aequo et la prochaine journée ce sera justement chez un autre 2e, Le Havre, vendredi prochain. Des résultats toujours avec du football en CFA. Donnez-nous, Maxence, des nouvelles de Grenoble et d'Annecy. Ouais, ça s'est très bien passé pour les Isérois qui se sont imposés facilement hier soir au Stade des Alpes face à Saint-Louis-Nevègue, une équipe alsacienne, 3-0. Le FC Annecy était quant à lui exempt pour cette 9e journée. Au classement, le GF38 reste 2e à 8 points du leader, Le Puy. Annecy est en 2e partie de tableau, 10e avec 9 points. Changeons maintenant de sport, de sport de terrain et même de continent, j'en perds mon latin. Direction la Malaisie avec une grosse performance de Loris Baz en MotoGP. Ouais, la super performance du pilote au Savoyard. Alors, il avait déjà fait parler de lui samedi lors des qualifs sur la piste de Sepang, 2e temps. Et il a confirmé ce matin pour finalement prendre la 5e place. C'est lui qu'on voit là sur les images avec son numéro 76. Prochain rendez-vous pour Loris Baz dans 15 jours à Valence en Espagne pour le dernier Grand Prix de la saison. Et on suivra ça de près. Allez, pour finir, rendez-vous avec du sport version 2.0. Ouais, c'est parti pour la revue du web qui va nous offrir plein de performances et de records. Regardez. On commence notre tour de la toile avec l'exploit d'un homme, Ed Whitlock. À 85 ans, ce Canadien a bouclé le marathon de Toronto en 3 heures, 56 minutes et 39 secondes. Moins de 4 heures et un nouveau record du monde des plus de 85 ans. Ed compte désormais plus de 80 records en course de fond, tous établis avec le même modèle de basket. Comme quoi, la sagesse et l'expérience peuvent s'associer à un peu de superstition. On continue avec un autre record tout aussi impressionnant. Le Russe Valeri Rozov s'est élancé en base jump du Chaoyu, 6e plus haut sommet du monde à 7700 mètres d'altitude. Un record qui lui a demandé 21 jours d'expédition, de marche dans l'Himalaya, le tout pour 90 secondes de chute libre et un atterrissage tout en douceur. En revanche, pour Eric Dos Santos, il va falloir revoir l'atterrissage. Ce militaire américain s'est lui jeté en wingsuit au-dessus de Chamonix. Un vol qui s'est terminé dans les arbres avec seulement quelques blessures. Un miracle qu'a partagé Eric Dos Santos sur les réseaux sociaux. Il a fait le buzz et il y a de quoi. Lui, c'est Andri Ragetli, vainqueur de la Coupe du Monde de Slopestyle 2016. Et à la vue de son entraînement, il faudra aller le chercher en 2017. On comprend en tout cas pourquoi il a un peu plus d'équilibre que moi. Et on termine avec un petit clin d'œil footballistique.
L'attaquant des Bleus, Dimitri Payet, s'est fait remarquer à l'entraînement avec son chewing-gum. C'est classe, mais quand même un peu dégueulasse. Voilà, fin de la connexion, bonne semaine sur vos claviers et à plus tard. Merci beaucoup Maxence. Restez avec nous parce que moi, à la place du chewing-gum, je vais vous proposer du chocolat. Si vous n'êtes pas encore à table, voilà qui devra en effet vous ouvrir l'appétit. Le salon du chocolat a ouvert ses portes il y a quelques jours à Paris. Et parmi les pièces remarquables à découvrir, une robe faite de 450 pétales de chocolat, cousue avec beaucoup de minutie par une jeune créatrice iséroise. Regardez. Dernière retouche, les pétales en chocolat ne doivent surtout pas se détacher de la robe, imaginée, rêvée et réalisée par la jeune styliste Angélique Godet. Je suis ravie parce que comme je vous dis, c'était un rêve. Je l'ai réalisé. Après, comme on dit, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Je pense que je viserai après plus loin. C'est-à-dire peut-être les pays étrangers. Voir si je peux envoyer des robes à New York. Je l'ai fait sur Londres, c'était génial. Mais le salon du chocolat de Paris reste sa plus grande fierté. Cette robe de dentelle a été ornée de 450 pétales de chocolat. Chaque pièce a été vernie, collée, cousue une à une dans son atelier de Cessieux en Isère. Sur le mannequin, tout doit s'ajuster. Et c'est vrai que le laçage permet d'affiner et de bien fermer la fille dedans. On passe ses mains, on lui moule sur le corps et c'est très beau. Angélique Godet s'est associée avec la Maison Boissier, un prestigieux chocolatier parisien contacté il y a tout juste 6 mois. Vous voulez une robe tout chocolat, vraiment qui soit dans les tonalités chocolat, avec nos pétales et qu'elle soit élégante, qu'elle soit un petit peu futuriste aussi, puisque c'était l'esprit et c'était le thème du défilé, et qu'elle soit légère, qu'elle soit aérienne. Sur le podium, la robe d'Angélique Godet semble être la plus belle, en tout cas la préférée de la mannequin qui l'a portée, c'est sûr. La robe, elle est juste magnifique, j'adore. Merci. C'est sublime. C'est vraiment un rêve et c'est féerique. Soirée réussie pour la styliste et le chocolatier. Le mariage était savoureux, celui du goût et de la beauté. Avant de nous quitter, ces quelques images effrayantes qui nous proviennent de Tignes. La station a fêté elle aussi Halloween tout le week-end. Des zombies et autres monstres ont accueilli les skieurs sur les pistes. Skieurs qui ont pu profiter de toute une flopée d'animations diverses et variées. Ainsi va l'actualité dans les Alpes. L'information continue sur internet alpes.france3.fr. Très belle soirée à vous sur la 3.